Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième vidéo du cours de dessin avancé en période de confinement. Alors, aujourd'hui, je souhaitais qu'on aborde ensemble un des grands mythes de la peinture, c'est-à-dire de l'invention, la création de la peinture, et il s'agit du mythe de la fille du potier de Corinthe. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce mythe, un mythe est sans cesse reformulé, sans cesse réinvesti, pour répondre aux enjeux des différentes cultures qui se succèdent. Ce mythe a été modifié, mais le mythe voudrait donc que la fille du potier de Corinthe, qui s'appelait Boutadès, ou Tad, la fille du potier de Corinthe, voyant son amoureux endormi, décide de placer à côté de lui une lampe, et de contourer au charbon le profil de son cher et tendre projeté sur une paroi rocheuse. Le père de cette jeune fille, voyant ce profil extrêmement ressemblant, décide ensuite de le remplir de terre et d'en faire un bas-relief. Ce qui fait que c'est pas exactement l'invention de la peinture, c'est l'invention de la représentation plastique, l'invention de la plastique. Il y a d'autres mythes, d'autres mythes sur l'invention de la peinture. Vasari a parlé, lui, de Gyges de Lydie, qui avait tracé le contour de sa propre ombre. Athénagoras, un siècle après Pline l'Ancien, raconte, lui, l'histoire de Sorias, qui aurait tracé l'ombre d'un cheval exposé en plein soleil. Il y a aussi le mythe de Craton, qui a dessiné l'ombre d'un homme et d'une femme sur une tablette d'argile blanche. Alberti, lui, disait que c'était sûrement Narcisse qui était davantage l'inventeur de la peinture, puisque peindre, ce serait saisir, grâce à l'art, la surface de l'onde. En tout cas, ce mythe parle de ce qu'est la création artistique. Alors évidemment, c'est un sujet, la fille du potier de Corinthe, c'est un sujet qui, personnellement, a une résonance, puisque déjà cette femme est... On dit qu'elle s'appelle Dibutade, mais en fait c'est la fille d'Iboutades. Donc c'est intéressant parce qu'en fait cette femme est donc définie d'une part parce qu'elle est la fille de son père, et d'autre part parce qu'elle fait une action qui est tournée vers son conjoint. En gros, elle est dans une action qui vise à dessiner son amoureux, c'est-à-dire l'autre homme de sa vie. Et d'ailleurs, on dit toujours que c'est le potier de Corinthe qui a inventé la sculpture ou la peinture. C'est pas sa fille, il a été inspiré par sa fille. Donc il y a évidemment un enjeu féministe dans le sujet. Voilà, quelle est la place de la femme dans la création plastique? Est-ce que sa motivation artistique à la femme n'est pas que tournée vers l'homme, en fait. Bon. Personnellement, moi, j'ai en cours à l'atelier depuis plusieurs années une œuvre que je n'ai pas finie et que je compte d'ailleurs réinvestir cette année, qui s'appelle La femme du peintre et la fille du potier. Mais ça, c'est comme ça que moi, je m'approprie le sujet. Après, chacun est libre, évidemment, d'y projeter ce qu'il veut. Alors, c'est Suzanne Saïd qui dit, dans Approche de la mythologie grecque, un mythe, c'est un outil logique qui permet de résoudre les contradictions et d'expliquer la totalité du réel. Alors, cette légende de la fille du potier de Corinthe, qui a été donc écrite par Pline l'Ancien, elle varie selon les époques. Soit on dit que son amant partait pour un long voyage, soit on dit qu'il partait à la guerre et qu'il est donc mort à la guerre. On dit aussi parfois qu'elle a juste vu son ombre sur cette paroi et que spontanément, elle a pris un morceau de charbon pour dessiner le contour de cette ombre. Ou alors on dit qu'elle a elle-même placé une lampe pour que son ombre se reflète. Voilà. Donc, c'est pas peu important, ces petits détails-là, parce que si on s'intéresse vraiment aux symboles qu'il y a dans ce mythe, on réalise que qu'il y a beaucoup de détails qui sont en fait pas des détails. Mais pour rester général par rapport à ce qui nous concerne nous, le récit, c'est l'histoire d'un transfert. On peut dire donc que ce mythe fondateur de la peinture nous parle en fait de la nature profondément émotive et mimétique de la peinture ou du dessin. Voilà. Disons qu'aujourd'hui, on ne va pas faire la différence entre dessin et peinture, nous, là, aujourd'hui, au XXIe siècle, même si ça a été un débat pendant des centaines d'années.
Et si c'est un débat qui vous intéresse, parce que ça remonte à loin, je vous invite à regarder la conférence de Jacqueline Lichtenstein à ce sujet, que j'ai mis en lien dans une des playlists du collectif. Quand je vous parle de nature mimétique de la création artistique, disons que la culture va s'ancrer dans la nature et va l'imiter. De la même manière que les araignées ont appris aux femmes à filer et tisser, eh bien, les images naturelles, les reflets dans l'eau et les ombres, nous fournissent en fait des modèles pour l'invention, la création de doubles artificiels de nous-mêmes et de ce qui nous entoure. Et puis, c'est de nature émotive, pourquoi? Parce que cette jeune femme, et puis ensuite son père, c'est un élan d'amour qui a fait que cette jeune femme a voulu saisir l'image de son amant avant qu'il ne s'en aille. Et le père lui-même, en créant ce profil en argile, a voulu en quelque sorte consoler sa fille, lui fournir une sorte de compensation pour le départ de son amant. Ce profil en argile, en fait, apaise le chagrin de sa fille, voilà. Et en quelque sorte, il remplace aussi l'absent. Et donc, on peut dire, en quelque sorte, qu'en premier lieu, c'est l'amour, c'est le désir. En premier lieu, c'est l'amour, et puis c'est un regard désirant. Donc, qu'est-ce qui motive la création artistique ? D'après ce mythe. Il y a une version de ce mythe dans lequel donc cette jeune femme place elle-même la lanterne qui va faire en sorte que le personnage projette une ombre sur la paroi. Et Jacques Derrida parle de ça de manière très intéressante, puisqu'il explique qu'en fait que cette lanterne, c'est l'œil amoureux de la jeune fille, c'est son regard désirant. Donc quelque part, il y a de l'amour, il y a un regard amoureux et désirant, et puis il y a une projection. En fait, cette lumière qui fait que ça projette une ombre, c'est une projection, c'est un fantasme. Donc en fait, c'est une représentation qui est fantasmée. Alors, autre chose qui est intéressant aussi, c'est qu'en réalité, si on veut contourer, faire le contour, faire le dessin du profil de quelqu'un pour que ça ressemble à cette personne, ben il faut qu'elle soit de profil. Hein. Si vous faites le contour de ma tête, là, vous n'allez pas voir grand-chose de moi. Hein. À part une masse de cheveux, vous n'allez pas voir grand-chose. Donc en fait, cette représentation de profil, qui ensuite s'est perpétuée dans l'histoire du portrait, c'est déjà le cas dans la peinture pariétale de la préhistoire. On ne peut pas représenter un mammouth de face, hein. Ça marche beaucoup moins bien qu'un mammouth de profil. Il a fallu attendre Albersi et toutes les lois autour de la perspective pour réussir à donner une illusion de face. L'illusion, la mimésis de face est arrivée très tardivement dans l'histoire de l'art. La question du profil a aussi une valeur symbolique très forte, parce que le profil, c'est une moitié qu'on voit, qu'on donne à voir, et donc c'est une tension entre ce qui est représenté et ce qui est dissimulé. Et on est bien toujours dans cette idée d'un fantasme. Ce qu'on représente est fidèle à la réalité, mais ce n'est pas la réalité, c'est un profil de la réalité. Et je voudrais vous lire un extrait donc de Mémoires d'aveugle de Derrida qui parle de ça, que je trouve extrêmement beau et intéressant. Dibutade ne voit pas son amant. Soit qu'elle lui tourne le dos, plus constante qu'un Orphée, soit qu'il lui tourne le dos, ou que leurs regards ne puissent en tout cas se croiser. Comme si voir était interdit pour dessiner, comme si on ne dessinait qu'à la condition de ne pas voir, comme si le dessin était une déclaration d'amour destinée ou ordonnée à l'invisibilité de l'autre, à moins qu'elle ne naisse de voir l'autre soustrait au voir. Que dit Butade, la main parfois guidée par Cupidon, un amour qui voit et qui n'a pas ici les yeux bandés, suive alors les traits d'une ombre ou d'une silhouette qu'elle dessine sur la paroi d'un mur ou sur un voile, dans tous les cas une schiagrapha, c'est-à-dire un dessin d'ombre. Cette écriture de l'ombre inaugure un art de l'aveuglement. La perception appartient dès l'origine au souvenir. Elle écrit, donc elle aime déjà dans la nostalgie. Détachée du présent de la perception, tombée de la chose même qui se partage ainsi, une ombre est une mémoire simultanée. La baguette de Dibutade est un bâton d'aveugle. Donc c'était Jacques Derrida dans Mémoires d'aveugle, l'autoportrait et autres ruines, édité donc en 90. Donc l'art est lié aussi à l'aveuglement. Donc on conserve une trace, on comble une absence, en quelque sorte on conjure la disparition, on veut empêcher la disparition. Donc on est à la fois dans du désir et de la nostalgie. Donc le geste de création, c'est une proposition que je vous donne ici, mais à laquelle je crois, serait lié à la perte, à la disparition et à l'absence. Et en fait, Dibutade, en traçant le contour de cet homme, représente davantage sa prochaine disparition
que son actuelle présence. C'est quelque chose en lequel je crois parce que personnellement, quand moi je peins, ce que je peins pour le soustraire du temps qui passe. Je le peins pour le prendre dans le temps et le suspendre hors du temps, pour en conserver une mémoire, et une mémoire clairement dans laquelle je projette des symboles, je projette du sens, dans lequel je vois moi du sens. Alors ce que je vous propose ce soir, c'est un exercice très simple. On va aller aux racines, on va aller à la source même de la représentation. Je vous propose de représenter quelque chose que vous avez perdu ou que vous allez bientôt perdre. Alors, quelque chose, c'est mieux que quelqu'un, parce que quand même, représenter quelqu'un qu'on a perdu ou quelqu'un qu'on va bientôt perdre, c'est difficile. C'est pas quelque chose qui va être fait en 2 heures. Il y a peut-être trop d'émotions pour y voir un peu clair. Après, on a le droit de pas y voir clair, hein, mais ça me semble un peu compliqué. Et puis, représenter un concept, quelque chose, une pensée qu'on va bientôt perdre, son intégrité, sa liberté, son indépendance, pareil, ça me semble un petit peu compliqué comme challenge pour un cours de 3 heures ou même 10 cours de 3 heures. Donc, je vous propose de partir d'un objet que vous avez perdu ou que vous allez perdre et que vous aimiez et dont vous aimeriez garder souvenir. Ça peut être une boucle d'oreille. Qui n'a pas connu le drame de n'avoir plus qu'une boucle d'oreille sur 2. On peut pousser jusqu'au poisson rouge. Ça peut être un agenda. Je vous donne mes idées. Un bracelet porte-bonheur. Quelque chose que vous aimiez et que vous avez perdu. Tout simplement. Déjà, en posant cette contrainte-là, je sais que vous serez influencé formellement. Voilà. Pas plus d'indications, on va ensuite laisser faire naturellement le cours des choses. Je retrouve donc mes élèves sur le groupe WhatsApp. J'encourage les internautes à méditer sur cette question donc, du mythe fondateur de la peinture, de la fille du potier de Corinthe. Bonne semaine à tous et bon confinement.